You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. Making headlines today, November 26, 2021, the Prime Minister, Head of Government, Chief Joseph Dion Ngute, has presented today, November 26, 2021, the Economic and Social Program of the government for the account of the next financial year to the deputies of the National Assembly. Plus, in sports football, the 13th CAF Extraordinary General Assembly has taken place today in Cairo, Egypt, to discuss updates on African football, amongst other issues. This meeting was chaired by CAF's President, Dr. Patrice Motsepe. We shall be bringing you more details of the stories in a moment. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll start right away in the French language with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions en titre. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, y était aujourd'hui pour présenter notamment aux députés le programme économique et social du gouvernement pour le compte du prochain exercice. On aura l'occasion de revenir là-dessus dans nos prochaines éditions. Le temps de proposer également ce reportage d'Olivier Bouziqueux. Voilà. Nous nous excusons pour l'interruption de cet élément. Nous allons poursuivre ce journal en anglais avec vous, Christelle Assec. Exactly, Makeda Lidinyotom will take on this brief. A 16-day activism against gender-based violence has kicked off in Meme Division in the southwest region of Cameroon under the theme Stop Violence Against Women Now, organized by the Cameroon Human Rights Commission. Activities were launched on Thursday, November 25, 2021 at the Kumba Women's Empowerment and the Family Center, with a walk around town from the center to the Kumba 1 Subdivisional Council, passing through the Commonwealth Avenue and back to the Women's Empowerment Center. The 7 kilometers walk saw the brandishing of placards with messages like "No to rape," "No to gender-based violence," "No to culture," amongst others. During the start of the 16 days of activism, the Commissioner of Human Rights in Cameroon, Professor Joyce Ndeli, presented a talk on women on gender-based issues. Let's take a listen to her in this excerpt. Here, especially today, to celebrate the International Day commemorating the 16th day of activism against gender-based violence. And because we're a human rights organization, actually an independent institution of the government, we are charged with the mandate to promote and protect human rights. So the 16-day activism, which is against violence on women, is part of our mission, because often, almost all violence, in one way or the other, infringe on the human rights. And more importantly, we find that the violation of women's human rights is on the rise, in the social, economic, and political sphere. But sexual and gender-based violence is even worse off, because it's one of those areas where people take it for granted. I say people, including women. We come back to the element on NOSO with you, Makeda Lidinyotom. Tout à fait. À l'Assemblée nationale, nous vous le disions, le Premier ministre, chef du gouvernement, était face aux députés. Il a présenté à ceux-ci le programme économique et social du gouvernement pour le compte du prochain exercice. Nous vous proposons d'écouter la réaction du chef du gouvernement qui s'exprime sur les questions d'éducation et de santé.
Voici les premiers soutiens des organisations patronales au gouvernement pour le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Suite aux promesses de financement faites lors des concertations 18 mai 2021 à Douala, le groupement des industries minières du Cameroun contribue à hauteur de 200 millions de francs CFA, tandis que le groupe SABC participe en octroyant une enveloppe d'1 milliard de francs CFA, geste entériné par cette signature de convention de financement ce 26 novembre à la primature. C'est notre intérêt. Le NOSO, c'était 6 points de PIB dans le Cameroun. Ça manque cruellement à ce pays. On ne fera pas l'émergence sans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et ce n'est pas une question de francophone, d'anglophone. C'est une question d'emploi, c'est une question d'infrastructure, c'est une question de solidarité. Et nous devons être solidaires dans les bons, c'est facile, comme dans les moins bons moments, c'est plus difficile. Mais parce que c'est difficile, il faut le faire. Ces ressources vont principalement servir à la réhabilitation des écoles et des centres de santé dans le but d'améliorer l'accès aux services sociaux de base ayant été détruits dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette contribution servira par ailleurs à la relance de la production agricole en milieu rural et au redressement des petites entreprises ayant été impactées. Les régions du Nord et Sud-Ouest sont des régions importantes qui représentent un poids important dans l'économie du pays et il est important de continuer nos efforts, surtout pour soulager les populations qui sont affectées par cette crise. Il faut noter que ce concours financier est le premier d'une longue série, compte tenu des engagements pris par plusieurs entreprises dans ce cadre. Cependant, le dialogue tripartite se poursuit entre le gouvernement camerounais, le secteur privé et le programme des Nations Unies pour le développement. Following the investigations on the death of late Bertin Zimu, the autopsy of his body has been made public by the Mandela Center International. Conclusions were that he died after severe touch on his head, chest and arms. They have called the government to compensate his family for damage suffered by the state of Cameroon. Josephine Binzi with more details. Barely a fortnight ago, when the news of his demise was on every lip in the country, the Mandela Center International has embraced the autopsy, which detailedly explains the death of Bertin Zimu. In the early morning of November 18, 2021, the deceased, a man married to 3 women and a father of at least 15 children, died in his home in Douala after leaving the 9th Police District, where he suffered torture by 3 police officers. 6 days later, which was the 24th of November, an autopsy was carried out and the results made public. This forensic autopsy was at the Lakentini Hospital on the victim's body, which was declared dead by reason of severe torture at the 9th Police District in the city of Douala. This autopsy follows the official requisition report from the head of the regional division of the Coastal Police. While waiting for the detailed analysis, the Mandela International Center strongly welcomes the good progress in compliance with the procedures required. Apart from the criminal investigations open, the Mandela International has initiated a complaint with the Constitution of the Civil Party and requested the Delegate of National Security, Matemba Gangwele, to be keen to follow the law to the latter and the detained police officers. In the meantime, light is being shed on the case that perpetrators be punished in accordance with the law and the international legal instruments, and the deceased widows and children be compensated based on the damage suffered by the state of Cameroon. Un étudiant, un emploi, une entreprise, concept qui veut inculquer l'université catholique Saint-Jérôme de Douala à la jeunesse. L'institution a ouvert ce jour la 7e édition du Salon de l'entrepreneuriat. L'idée est d'encourager les jeunes étudiants à opter pour la création d'entreprises. Oriane Donkin. Comment entreprendre en milieu estudiantin? C'est le thème de la conférence tenue ce 26 novembre 2021 à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. L'organisation de cette journée entrepreneuriale, nous voulons rappeler ici les concepts
un étudiant, un emploi, une entreprise, dans une vision de l'université numérique, écologique, entrepreneuriale et panafricaine, nous voulons rappeler ici l'importance de l'entrepreneuriat qui doit être une culture dans la pédagogie et dans le modèle d'enseignement Saint-Jérôme. L'étudiant polycompétent. Une des articulations de la 7e édition du Salon de l'entrepreneuriat, les panélistes, d'anciens étudiants devenus entrepreneurs, encouragent leurs congénères à opter pour l'entrepreneuriat. La Junior Entreprise, c'est cette entité de Saint-Jérôme qui a pour but d'offrir des offres de biens et de services au sein du campus et bien évidemment à l'extérieur et qui s'occupe du volet entrepreneuriat de Saint-Jérôme, c'est-à-dire de promouvoir l'entrepreneuriat au sein du campus, d'émanciper les étudiants à prendre part à ce volet entrepreneurial, d'où le soutien de l'école à parler tout le temps de l'entrepreneuriat de masse. Parce que nous voulons d'abord mettre en avant notre slogan phare qui est un étudiant, un emploi ou une entreprise. Un étudiant, un emploi, une entreprise, concept que veut inculquer cette institution. À ce salon, nous avons voulu implémenter l'ensemble des activités socioculturelles à l'université, associées à l'ensemble des activités académiques, de manière à les porter à l'essentiel de l'épanouissement intégral de l'homme. Car il n'y a de fierté que dans un travail bien fait et qui s'inscrit dans la marche vers l'excellence. Cette édition de la journée entrepreneuriale est organisée par la Junior Entreprise, un club d'étudiants de l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Après la conférence, les invités et autres étudiants ont pu visiter des stands exposant divers services et produits. And still in line with education, the Faculty of Law and Political Science of the University of Buea has had its open day in the campus of the university to give to the community a chance to experience the faculties firsthand. The law students showcase most of the exhibitions, debates, amongst others. Catherine Cornett tells us more. Law students at the University of Buea are showcasing their talents to the public on what they have learned so far in their quest for knowledge in the institution. 4 years after creation, the Faculty of Law and Political Science organized an open week to give the community a chance to experience the faculty firsthand. I'm 4 years old, and we felt that we should commemorate our birth. The event was supposed to take place last year, but because of COVID and the dispensations at the time, we couldn't gather a crowd. So that COVID is still there, and that we felt that it was time we could put a role this project to commemorate our 4 years as a new faculty in UB, University of Buea. Now, we intend to sell our faculty through this event. It's not only commemorating, but selling our faculty, selling our programs, selling our projects, selling our activities in terms of teaching, research, and outreach. May I just seize the opportunity to say that we are a growing force in this university. We are the newest baby online, but we are the precursors. That's what we proudly call ourselves. For 2 days, the faculty demonstrated its relevance in the training of mid-career professionals in public administration and local governance. Today is the first day of what we call the Faculty Week. The Faculty Week of the Faculty of Laws and Political Science of the University of Buea. The Faculty of Laws and Political Science is the baby faculty because it was the last faculty that was created. But it has departments that have been existing as old as from the time the university was created. You have some departments like the Department of English Law, which has been existing just as the Department of Law. And we have the Department of Political Science.
Now we have other departments that have been embodied into the Faculty of English, to the Faculty of Laws and Political Science. The Faculty Week is mainly to showcase the faculty as a whole, showcase the departments in it, and to bring to the awareness of the students who are still in high school and to the students who are already in the faculty itself, the opportunities which the faculty holds. If a student enrolls in any of the departments, whether in the Department of Customary Law, the Department of English Law, Civil Law, Political Science, the opportunities which are available to that student, the richness of the department and the richness of the faculty as a whole. The event, which had in attendance the Vice-Chancellor at the University of Buea, Professor Ngomu Manga, witnessed a display of moot court, debates, exhibition, symposium, sports and cultural activities. Veronique Rosette Iva Diboa, wife to the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Iva Diboa, has launched a book titled Saved from COVID. This episode carries her difficult moments as a couple while her husband battled with his life as he contracted the coronavirus in 2022. In 2020, I beg your pardon. Josephine Binzi tells us more. There is light at the end of the tunnel as Veronique Rosette Ivaha Diboa, wife of the governor of the Littoral region, pens down an epistle which marks her pre-COVID and post-recovery. The book, titled Delivered from COVID, is wrapped up in an intimacy with her difficult moments she had with her spouse who dealt with testing positive for the coronavirus. She affirmed that this was a psychologically trying time for her marriage and her husband's healing process, as she was not permitted to share the same space as him. Some of the strong contributors to their healing, she pens down, has been medication, the psychological support from family, and above all, God. You can be found in difficult situations. Maybe this testimony can help someone who is going through the same situation to better manage it and give it totally to God for their salvation. Dieu du ciel et de la terre pour leur salut. Nous passons à présent à la page internationale de ce journal. En Libye, la candidature du fils de Mouammar Kadhafi à l'élection présidentielle a été rejetée par la commission électorale. Pendant ce temps, le convoi militaire français en direction du Mali, bloqué au Burkina Faso, est arrivé au Niger. Le résumé de l'actualité africaine avec VOA. Un convoi militaire français devant se rendre au Mali en passant par le Niger et qui était bloqué au Burkina Faso depuis plus d'une semaine à la suite de manifestations contre la France a pu repartir. Plusieurs manifestants l'accusaient de transporter des armes pour les groupes djihadistes qui terrorisent depuis des années plusieurs pays du Sahel et sont combattus sur le terrain par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane. Toujours au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a appelé à améliorer en urgence les capacités d'adaptation face aux violences terroristes du pays. Depuis plusieurs jours, des marches dénoncent l'incapacité des autorités à faire face à la violence terroriste et réclament la démission de M. Kaboré. L'Éthiopie a annoncé de nouvelles restrictions relatives à la diffusion d'informations sur la guerre. Le décret stipule qu'il est désormais interdit de répandre via n'importe quel moyen de communication tout mouvement militaire ou issu des combats sur le champ de bataille qui n'ont pas été officiellement publiés par le gouvernement. En Libye, le gouvernement a condamné une attaque contre un tribunal où le fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam, allait faire appel contre le rejet de sa candidature à la présidentielle. Recherché par la Cour pénale internationale CPI pour crimes contre l'humanité, Saïf al-Islam Kadhafi figure parmi les 25 candidats dont les dossiers ont été rejetés. The 13th CAF Extraordinary General Assembly has taken place today in Cairo, Egypt, to discuss updates on African football, amongst other issues. This meeting was chaired by CAF's president, Dr. Patrice Motsepe. Let's get a listen to what was discussed during this meeting. The love and the passion of the people of Cameroon for football on the continent. I remember seeing Roger Milla. I can't dance like Roger Milla, you know.
But I remember seeing Roger Milla scoring those beautiful goals, and only Africa has got style. Only he could dance, you know. I wanted to tell Platini to dance as well, but, you know, only the Africans. So we will see Africa doing very well, and I'm confident that we're going to have a wonderful AFCON in Cameroon, and it's going to be successful. I want to thank you for being here. My brother, Minister of Sports, thank you so much for your passion, for your commitment. Thank our President for the partnership. Because one of my duties as President of CAF, when I visit every country, is to make sure that there's a partnership between the President, the Head of State, the Minister of Sports, and the football leadership in the country. The strength of CAF is not what happens in the head office. The strength of CAF is not what the President says. It starts with the strength of every football association in every one of the 54 countries. And that's why we've got to focus, get the President, the Head of State. Unfortunately, I know many of the presidents, and I tell those guys, we need more money. I don't just tell the private sector. Support. But we also need the Minister of Sports, and you are an excellent example. We also need the private sector to work together. And with all of those parties working together, I think we will do well. I think I've done my job now, and I can go and sit down. Thank you so much. See you. C'était là un extrait de Dr Patrice Motsepe, président de la CAF. Et juste après cet extrait, nous allons cette fois proposer un reportage sur la première édition du Forum international sur le droit du sport qui s'est déroulé le 24 novembre dernier à Yaoundé, organisé par l'association Droit du sport. Les travaux ont regroupé les participants venus du Sénégal, de la République centrafricaine, du Congo, du Tchad et bien évidemment du Cameroun. Il était question de vulgariser les règles du jeu afin de limiter les contentieux judiciaires. Léla Rengonzu. Une meilleure connaissance des règles du jeu peut avoir un impact sur la réduction des procès devant les instances juridictionnelles. C'est l'objectif que s'est donné l'association du droit du sport à travers l'organisation ce 25 novembre d'un forum ouvert à l'intention des acteurs évoluant dans le milieu sportif camerounais. Au Cameroun, nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin de discuter, nous avons besoin de soulever les problèmes et essayer de trouver des solutions à ceci. Et je pense qu'une rencontre comme celle-ci, à travers les thématiques qui sont mises sur la table, à travers les panélistes qui viennent d'horizons divers, chacun apportant ainsi ses propositions, chacun présentant son point de vue à partir de son prisme, on peut forcément aboutir à quelque chose. Il est donc important qu'on retienne des solutions qui se dégagent des discussions, parce qu'au-delà de la simple théorie, des solutions qui sont envisagées ici, qui sont mises sur la table, peuvent aider les acteurs, mais au-delà des acteurs, c'est des solutions qui peuvent aider le législateur. Lorsqu'on relève, par exemple, qu'il y a des insuffisances dans les textes, le législateur devait prendre ce problème à bras-le-corps pour essayer de trouver à son niveau des solutions. Entre autres thèmes, les acteurs sportifs ont eu droit à un exposé du professeur Atemengue Jean de Noël, secrétaire général de l'Association du droit du sport. Un exposé bâti sur la nationalité civile et la nationalité sportive, une question qui se pose depuis quelques semaines déjà avec l'un des candidats au poste de président de la FECAFOOT et dont la candidature a été validée ce même 25 novembre par la commission électorale. Dans le contexte juridique camerounais, il faut le savoir, je l'ai dit pendant ma communication, la double nationalité n'existe pas. La loi camerounaise de juin 1968 indique clairement que si un Camerounais change de nationalité, renonce à sa nationalité camerounaise, il la perd automatiquement. À partir de là, du point de vue du droit camerounais, du Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. Mais en revanche, le Camerounais qui a pris une nationalité étrangère, n'est-ce pas, est reconnu par cet État-là, son nouveau pays, comme étant son national. Et c'est de ce point de vue-là que peut se poser le problème de la plurinationalité qui est mobilisée par ces fédérations, en sorte qu'on parle donc de nationalité sportive. Mais je le répète, la nationalité sportive n'est pas
n'est-ce pas, une catégorie juridique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définie, elle n'est définie par aucune loi dans le monde. Aucun État n'attribue, aucune fédération sportive, fût-elle la plus puissante comme la FIFA, n'est-ce pas, n'est compétente pour attribuer la nationalité à un individu. En saluant la vision de l'Association du droit du sport, les acteurs invités ont appelé à la multiplication de telles initiatives. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makudali Newton. It's always a pleasure being your company, ladies and gentlemen. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition of the Primetime Newscast on Spectrum Television. Bye-bye.